Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce jeudi 28 septembre. Le président de la République a reçu aujourd'hui le président du groupe Coca-Cola pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le groupe Coca-Cola affiche son ambition de continuer à investir en Côte d'Ivoire et contribuer ainsi à l'essor économique ivoirien. Plus besoin de se déplacer pour avoir accès aux services administratifs. Il existe désormais une plateforme. C'est le portail des procédures dématérialisées. Ce jeudi à la primature, le chef du gouvernement ivoirien a procédé à son ouverture officielle. Et nous aurons un dossier dans ce 20h. Nous jetons aujourd'hui un regard sur le port autonome d'Abidjan qui fait face à un défi, celui de la compétitivité. Comment préserver sa réputation de port de référence en Afrique de l'Ouest? Que font les responsables? Élément de réponse dans cette édition. La Commission européenne propose un nouveau programme visant à accueillir des réfugiés dans les pays de l'UE. Le programme prend en compte les réfugiés venant d'Afrique et du Proche-Orient. L'Union européenne va accueillir 50 000 réfugiés en 2 ans. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président du groupe Coca-Cola pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique a été reçu ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara. Brian Smith a réaffirmé la volonté de son groupe à investir en Côte d'Ivoire et surtout contribuer à l'essor économique ivoirien. Jérôme Koufiaboulé. Il est le président du groupe Coca-Cola pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Il a été reçu ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara. Brian Smith, c'est son nom. Au terme de cette rencontre avec le président Alassane Ouattara, il a indiqué avoir réaffirmé au chef de l'État la volonté de son groupe de continuer à investir en Côte d'Ivoire et contribuer ainsi à la relance de l'économie ivoirienne. Coca-Cola est très satisfait de l'environnement opérationnel que le gouvernement a su mettre en place pour permettre à des compagnies comme la nôtre d'opérer de façon sereine dans le pays. Et notre intention est de continuer à investir en Côte d'Ivoire où nous voyons un véritable potentiel économique et où en partenariat avec notre embouteilleur Solibra, nous allons continuer de grandir notre business dans le pays. Selon le président du groupe Coca-Cola pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, cette rencontre avec le président Alassane Ouattara a été également l'occasion de lui annoncer la signature d'un protocole d'accord avec le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique. Protocole d'accord pour un don d'équipements médicaux destinés à des centres de santé en Côte d'Ivoire. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour avoir accès aux services administratifs puisqu'il existe désormais une plateforme pour vous aider. C'est le portail des procédures dématérialisées. Ce jeudi donc à la primature, le chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly a procédé à l'ouverture officielle de ce portail. Alexis Ouedraogo. Les longues files pour obtenir des papiers administratifs devraient bientôt disparaître. La dématérialisation des procédures des services publics est engagée. Le chef du gouvernement a procédé à l'ouverture officielle du portail. Dans la pratique, en un clic, il est possible, sans se déplacer, de faire les demandes de documents administratifs. C'est en effet la première fois dans l'histoire de l'administration publique de notre pays, voire de l'Afrique subsaharienne, que des procédures administratives sont dématérialisées, de la phase informationnelle à la phase transactionnelle et regroupées sur un même site. Avec l'appui du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, la plateforme héberge la première vague des e-services de l'État, e-éducation, e-santé, e-administration et e-agriculture. L'objectif recherché vise, entre autres, par une utilisation accrue du numérique, à améliorer l'offre de services publics, à renforcer la participation citoyenne et à promouvoir l'interaction entre les citoyens et l'administration. Ces outils et solutions doivent également permettre à notre administration d'être plus efficace, moins lourde, plus souple, plus fiable, plus économe. Pour le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, il est important d'améliorer et de faciliter le quotidien de l'Ivoirien. Les procédures en ligne ne doivent souffrir d'aucune contestation. C'est votre devoir de maintenir la confiance entre l'État et les usagers dans la gestion rationnelle des traitements de dossiers. Il y va également de l'image de l'administration ivoirienne, de l'image de notre pays. Parce que vous ne devez pas perdre de vue qu'une fois en ligne, le portail www.servicepublic.gouv.ci
est accessible au monde entier. Il devient l'un des vecteurs de l'image de l'administration ivoirienne et de notre pays. Je vous exhorte à être davantage à l'écoute des citoyens au profit desquels l'administration se déploie. La plateforme se veut à terme un guichet unique pour la demande et la réception de toutes les prestations de l'administration publique. Voilà, vous avez donc noté pour les services administratifs, rendez-vous donc sur le www.servicepublic.gouv.ci. Les agences de presse africaines s'organisent face à l'émergence des réseaux sociaux. Elles sont donc en réunion à Abidjan. C'est la 5e réunion de la Fédération atlantique des agences de presse africaines. 12 pays participent à cette assise qui s'est ouverte ce jeudi. Les professionnels de l'information veulent s'approprier l'actualité dans ces nouveaux médias. Explication détaillée avec Christiane Gogbi et Serge Kolia. Avec l'avènement des réseaux sociaux, l'information n'est plus l'apanage des seuls professionnels. Devant l'écran de leurs ordinateurs, des centaines de milliers d'internautes se font l'écho de l'actualité. Sous nos tropiques, les utilisateurs de Facebook sont passés maîtres dans cet exercice. Cette situation est au cœur des préoccupations de la FAAPA, la Fédération atlantique des agences de presse africaines. Les réseaux sociaux et la déferlante numérique posent un certain nombre de problèmes, mais qui sont beaucoup plus de nature déontologique et éthique que professionnelle. Alors que les agences de presse sont, par définition, le lieu où on trouve les informations professionnelles, les informations vérifiées et qui contribuent à éclairer l'opinion publique. L'agence de presse en Afrique face aux réseaux sociaux, défis et appropriation. C'est le thème de la 5e réunion du comité exécutif de la FAAPA qui se tient à Abidjan. Le ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique a traduit tout l'intérêt du gouvernement pour ces assises. Comment réajuster ou redimensionner les politiques éditoriales et l'information de l'agence de presse? Comment, dans ce contexte nouveau, juguler les comportements peu éthiques, peu déontologiques de certains des acteurs qui utilisent l'Internet, malheureusement pour verser dans le sensationnalisme médiatique. Notre gouvernement accorde sa confiance en ce 4e pouvoir que, en tant que professionnel, vous représentez, mais que vous devez vous efforcer d'incarner dignement par votre rigueur et par votre professionnalisme. Parrain de la cérémonie, l'ancien ministre de la Communication, Diakité Koti Souleymane, a assuré les participants de son soutien. 21 pays prennent part à ce cadre d'échange et de réflexion pour dynamiser le fonctionnement des agences de presse africaines. La FAAPA existe depuis 2014. La journée internationale de l'accès à l'information est célébrée en Côte d'Ivoire. Notez qu'elle réunit à l'Institut des sciences et techniques de la communication à Cocody des professionnels des médias, des acteurs politiques et la société civile. Ils ont planché sur l'accès à l'information et démocratie participative. C'est une initiative de la KIDP, Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Franck Quadio nous en dit plus. Comment dynamiser le contrôle citoyen de l'action publique à travers le droit d'accès à l'information? Cette préoccupation est au cœur des échanges à l'occasion de la célébration de la 2e édition de l'accès universel à l'information. Il s'agit, selon les initiateurs, de vulgariser l'accès à l'information, un droit fondamental qui permet aux hommes et aux femmes de comprendre leur rôle dans la société. Il s'agit, à travers cette journée, de célébrer le droit d'accès à l'information. C'est-à-dire qu'ici, dans notre pays, il y a une loi qui existe, qui permet à toute personne d'accéder à l'information d'intérêt public. Il y a une commission, autorité administrative indépendante, qui existe, qui est créée pour veiller justement au respect et à la bonne application de cette loi. Si j'ai besoin de m'adresser à une autorité, il faut que je sache où se trouve cette autorité, il faut que je sache qui est cette autorité. Donc l'information est capitale. On ne peut rien faire sans information. Pour le ministère de la Communication, cette célébration marque l'adhésion du gouvernement à ce droit international. Ce jour que nous célébrons est une occasion pour réaffirmer ce droit, pour le faire partager par l'ensemble de la population et pour tenir la population informée de ce droit fondamental. Le 28 septembre a été décrété en 2015 par l'UNESCO Journée internationale de l'accès à l'information.
La Côte d'Ivoire fait partie des 22 pays africains qui ont inscrit le droit dans leur constitution. Pour permettre aux populations d'avoir accès aux informations, l'État a créé en 2015 la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP. Bakary Sanogo, le nouveau directeur du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG avec son équipe, a rencontré récemment la primature, les responsables des différents ministères. Cette première prise de contact a permis au nouveau patron du CICG de donner sa vision sur le rôle des services de communication des ministères, celle qui consiste à offrir une meilleure image de la Côte d'Ivoire en présentant les défis, les enjeux et les résultats du développement obtenus pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Bakary Sanogo a par ailleurs ajouté que l'objectif du CICG est d'améliorer la communication gouvernementale. Les ministres chargés des infrastructures et des transports routiers de l'UEMOA sont en conclave à Abidjan. Ils réfléchissent sur le dispositif relatif à l'harmonisation des procédures de contrôle des véhicules poids lourds. Les routes régionales se dégradent selon eux à une vitesse rapide. Il faut donc appliquer le règlement 14, le poids des chargements autorisés sur les routes. Le reportage de Lansini Bakayoko. Malgré les campagnes de sensibilisation et l'acquisition d'équipements de pesage, l'application de ce règlement, 12 ans après son adoption, reste en deçà des résultats escomptés. Les surcharges continuent d'être pratiquées sur la plupart des axes routiers de l'espace UEMOA. Les conséquences sont désastreuses. Exemple, la dégradation précoce des routes avec des coûts économiques et sociaux estimés à une quarantaine de milliards par an. Un manque de volonté politique selon les partenaires financiers, ce qui va entraîner un changement d'approche. Le temps des dons est révolu. Il s'agit désormais de prêts qui seront remboursés par les impôts des États et des citoyens ouest-africains, même s'il est vrai que les bonifications d'intérêt et les mixages prêts-dons mobilisent encore financièrement les partenaires et justifient leur présence ici. Cette décision des bailleurs de fonds de rendre rigides les conditions de décaissement des ressources et même de comprimer l'enveloppe financière en faveur de l'Union ne doit pourtant pas être prise comme une fatalité. Dans tous les cas, nous avons conscience que notre développement doit désormais reposer sur la mobilisation de nos ressources intérieures. Pour donner un contenu à cet engagement plus que vital pour nos économies, il importe d'accélérer ici et maintenant l'application du nouveau dispositif de réglementation des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules poids lourds. Sur ce chantier, la Côte d'Ivoire a déjà fait beaucoup de progrès. Sur l'ensemble du territoire, les 84 plateformes recensées disposent de pèse-essieux fixes, mobiles ou de ponts bascules. Les 7 corridors reconnus disposent de 16 pèse-essieux, dont 5 fixes et 11 mobiles. Dans l'espace 8 mois, 90% des échanges commerciaux intracommunautaires se font par la route. Et on en arrive à notre dossier de ce 20h. Nous jetons aujourd'hui un regard sur le port autonome d'Abidjan qui fait face à un défi, celui de la compétitivité. Comment préserver sa réputation de port de référence en Afrique de l'Ouest que fait l'actuel directeur général du port pour permettre aux poumons de l'économie ivoirienne de s'imposer dans la sous-région? Port autonome d'Abidjan, le défi de la compétitivité, c'est le sujet du dossier de ce 20h signé Noël Gnagno. Hier, port de référence de la côte ouest africaine, le port autonome d'Abidjan est aujourd'hui menacé par des ports concurrents du fait d'une absence d'investissement sur plus de 2 décennies dans un secteur en permanente mutation technique et technologique. Comparativement aux autres ports, nous avons perdu une partie des trafics de transit et de transbordement. Vu que les travaux sont en cours, vu que le port d'Abidjan ne peut pas accueillir les grands bateaux, le transbordement, les gens vont ailleurs. Ils vont même à Tema, ils vont même à Cotonou, à Lomé, parce que là-bas, le port a été réhabilité, les profondeurs sont suffisantes, les grands bateaux peuvent venir là-bas. Pour le transit, on a perdu une bonne partie parce que face aux difficultés, beaucoup sont passés par le Ghana, beaucoup par le Togo. Que faire pour remettre le port à flot et en faire à nouveau le port de référence de la façade atlantique de l'Afrique et soutenir l'économie ivoirienne en pleine croissance? Yacouba Yensié, directeur général du port, a pris le pari d'investir dans l'amélioration de l'existant. Le port autonome d'Abidjan a fait un schéma directeur
entre 1997 et 2000. Le schéma directeur a établi l'évolution du port sur le court, le moyen et le long terme. Le long terme prévoit effectivement que le port se déploie sur des réserves foncières qui sont sur l'île Boulé et le cordon ouest. Mais aussi faut-il avoir des voies d'accès. Sur l'île Boulé, il faut un pont. Il n'existe pas encore. Cordon ouest, il faut soit un pont entre l'île Boulé et le cordon ouest ou un tunnel sur le canal de Vridi. Ça n'existe pas encore. Je précise aussi que dans ce schéma directeur, la phase intermédiaire était l'extension du port sur l'existant, l'optimisation de l'existant. Finalité de cette vision, reconquérir la compétitivité du port autonome d'Abidjan à 2 ans du curseur de l'émergence. Voilà qui explique le niveau des investissements et leur coût. 800 milliards de francs CFA. Le montant le plus élevé des investissements du PND, Plan national de développement, sur la période 2011-2017. Ces investissements sont de 2 natures, l'élargissement du canal de Vridi et le gain des terres sur la lagune. S'agissant de l'élargissement du canal de Vridi, il passe de 200 mètres à 350 mètres avec à la clé un impact socio-économique notable. L'élargissement et la rectification du canal de Vridi, parce que le canal de Vridi, son accès n'était pas droit et il fallait redresser ça. Si on ouvre le canal et que de très gros bateaux peuvent venir, il est clair que le nombre de conteneurs transportés en une seule fois devenant très important, ça va avoir une influence forcément sur le prix. Deuxième composant de la vision du capitaine Yensié, gagner des terres sur la lagune. Dans ce chapitre, un premier gain de terre porte sur la construction de 2 terminaux, l'un à conteneurs et l'autre pour le bateau à manutention horizontale dit RoRo. Pour cette opération, plus de 60 caissons sont déjà réalisés sur les 90 prévus. Ces 2 terminaux permettront de réduire les coûts de passage, d'accroître le trafic de transbordement, enfin de réduire sensiblement la saturation du terminal existant. Le second gain des terres sur la lagune est destiné à la création de terrains industriels pour une superficie de 40 hectares, l'équivalent de 40 stades de football. Des investissements dont le niveau de réalisation rassure la tutelle. Pour assurer le port d'Abidjan que l'État est à ses côtés, l'entreprise pour voir si les délais qui ont été annoncés et pour lesquels l'État a bien voulu consentir donc 800 milliards de francs CFA, si les délais vont être tenus. Mais un port, c'est aussi des voies d'accès. Pour entrer au port, vous passez par le pont Fauboigny ou vous passez par Port-Boué. Pour un grand port comme ça, ce n'est pas suffisant. L'État est en train de travailler, je crois, à trouver une autre voie de sortie qui partirait de Zimbabwe, Carrefour Solibra. Ça va nous donner une voie de sortie qui va nous soulager. Mais en attendant cela, il faut aider à ce que les camions soient ailleurs. Les camionneurs qui viennent du Burkina, qui viennent du Mali, et même ceux qui travaillent pour la Côte d'Ivoire, qui viennent dans la zone portuaire, il faut bien une zone où ils garent. Mais à défaut d'avoir une zone où ils garent, ils sont le long des boulevards, ils sont un peu partout. Il s'agit de trouver une zone logistique où on va faire de sorte que les camions qui viennent de l'intérieur, du Mali, du Burkina ou de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, vers le port, qui passent un temps là-bas, et arriver au port par grappe, peut-être par 100 camions, par 200 camions, au fur et à mesure de la capacité de déchargement dans le port. Voilà le prix à payer pour repositionner le port autonome d'Abidjan et oxygéner ainsi à plein poumon l'économie ivoirienne. Le réseau des organisations d'éleveurs tient une réunion ici à Abidjan. Cette rencontre vise, entre autres, à la recherche de solutions aux conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs des pays côtiers. Jean-Luc Bango nous en dit plus. La question liée au conflit entre agriculteurs et éleveurs n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Elle a été au cœur de la 4e édition de la rencontre de haut niveau pour une transhumance transfrontalière apaisée entre les pays sahéliens et les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Les gens se comprennent mal parce que les gens qui sont venus de leur factory, on ne peut pas parce que les éleveurs mangent du mil, ils ne peuvent pas gâter ça parce que c'est là qu'ils mangent. Et je crois bien, les agriculteurs aussi, ils sont là pour avoir du lait et avoir de la viande. Nous demandons à la population qui se patiente, qui sache qu'ils sont en face de leurs frères et leurs sœurs. 800 cas de conflit entre agriculteurs et éleveurs ont été enregistrés en Côte d'Ivoire sur la période 2016-2017, occasionnant un montant de plus de 93 millions de francs CFA d'indemnités versées aux victimes.
Le ministre des Ressources animales et halieutiques, qui a rendu public ces chiffres, a levé un coin de voile sur les dispositions prises par la Côte d'Ivoire pour juguler ce phénomène. Il s'agit d'un projet de décret portant réglementation de pâturage et des déplacements de bétail, d'un projet de décret fixant les modalités de création, d'aménagement et d'exploitation des zones d'accueil des transhumants et des sites de pâturage privés. La rencontre de haut niveau pour une transhumance transfrontalière apaisée se veut un facteur d'intégration entre les pays sahéliens et les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Elle vise notamment à promouvoir la production animale et sa mise en marché, tout en prévenant les conflits qui pourraient survenir entre les différents acteurs de ce secteur. Devenir un champion national, c'est le thème central de la 6e édition de la CGC Academy qui aura lieu du 29 au 30 septembre prochain ici à Abidjan. L'objectif de la CGC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, est de construire un secteur privé afin de soutenir le développement économique du pays. On retrouve Jean-Luc Bangbo. Les Ivoiriens sont en règle générale peu entreprenants. C'est ce qui ressort de l'étude dénommée Côte d'Ivoire 2040, menée en 2011 par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. L'une des réponses à ce constat a été l'institution en 2012 de la CGC Academy. Sa mission principale, construire un secteur privé fort pour soutenir le développement économique de la Côte d'Ivoire. L'édition 2017 de CGC Academy s'inscrit dans la continuité de cette mission. Nous voulons faire de ces assises de la 6e édition de la CGC Academy, de pouvoir vraiment viser à renforcer donc, le tissu des entreprises ivoiriennes et de pouvoir effectivement accélérer la construction des champions nationaux. Le thème retenu pour cette 6e édition est « Devenir un champion national », un thème qui sonne comme une exhortation à l'entrepreneuriat. Nous essayons vraiment d'encourager les jeunes à entreprendre. Et ils ont de très très bonnes idées, de très belles idées et très souvent ils ne vont pas au-delà et ils ne les mettent pas en pratique. Et donc nous, notre rôle ici à travers CGC Academy en organisant des labs, c'est vraiment de les encourager à mettre ces idées intéressantes là en valeur. CGC Academy entend s'affirmer désormais comme le principal rendez-vous du secteur privé ivoirien. Elle a la particularité, cette 6e édition, de s'adresser à tous les dirigeants d'entreprise pour que la CGC Academy devienne véritablement le forum de rencontre, le forum annuel du secteur privé ivoirien. CGC Academy 2017 aura comme pays invité d'honneur la Guinée, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Plusieurs personnalités du monde économique et des affaires prendront également part à ces assises. Et avant ce rendez-vous, les ministres Jean-Claude Kouassi et Jeannot Ahoussou Kouadio visitent une usine de production du thon en conserve installée ici en Côte d'Ivoire pour apprécier les offres d'emploi. L'usine produit 23 000 tonnes de thon en conserve par an, soit 150 millions de boîtes de thon. On en sait plus avec notre reporter Justine Seikiki. La création d'emplois, une priorité pour le gouvernement ivoirien, tant le taux de pauvreté est élevé en Côte d'Ivoire, 46,3% selon l'Institut national de la statistique. C'est cette démarche qui a guidé les ministres Jean-Claude Kouassi et Jeannot Ahoussou Kouadio vers cette usine de production du thon en conserve. Une visite guidée leur permettant d'estimer le nombre d'emplois offerts et les conditions de travail. Nous sommes émerveillés par la technicité. Nous sommes émerveillés par le niveau d'hygiène et de sécurité dans l'emploi parce que, en tant que ministre de l'Emploi et ministre du Travail, ce sont des aspects qui attirent tout de suite notre attention. Et nous sommes émerveillés aussi par l'atmosphère de travail. Cette entreprise de transformation du thon emploie environ 1000 personnes et produit 23 000 tonnes de thon par an, soit 150 millions de boîtes de thon destinées à l'exportation en Europe, en Afrique du Nord et en Amérique du Nord. Seulement 1% de la production est réservée à la consommation locale.
Et c'est parti pour la deuxième phase du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. C'est un programme qui vise à promouvoir la politique d'égalité et surtout la représentation des femmes dans tous les secteurs d'activité. Ce programme se déroule dans toutes les localités de l'intérieur du pays et vise à identifier les modèles de réussite. Oulaye Franck et Franck Quadio. Le compendium des compétences, bientôt pour les femmes des zones rurales et périurbaines. C'est la deuxième phase du projet de déploiement national. Ce projet entend renforcer la visibilité des femmes dans les secteurs privés et publics. 4 sous-préfectures sélectionnées dans les départements de Bouaké, Korogo, Bondoukou et Daloa. Nous voulons aller dans les régions de la Côte d'Ivoire, identifier les femmes les meilleures, les accompagner dans leur vision pour faire de ces femmes des modèles de réussite qu'on appelle aussi des championnes du développement. Étendre les interventions du programme à l'ensemble des femmes de Côte d'Ivoire, il y aura tout de même quelques critères. Une femme qui excelle dans son domaine d'activité, qu'elle soit alphabétisée ou pas. Une femme qui est reconnue par sa communauté comme excellente, parce qu'elle n'a pas de CV. Une femme qui est prête à partager son expérience avec les autres. Plus de 13 000 femmes sont enregistrées dans la base de données du compendium. Ce document de référence recensant les potentialités féminines, ce projet constitue une opportunité selon les premières bénéficiaires. Avec le parcours que j'ai fait avec le compendium, je profite et j'ai profité de formation. Parce que seul, on ne peut pas aller loin. J'ai appris à mettre en valeur l'ONG que j'ai. Au nombre des résultats visés par cette action à l'échelle nationale figure en bonne place l'élaboration d'une base de données dynamique et interactive. Voilà, et toutes les femmes qui excellent dans leur domaine d'activité sont donc concernées par le compendium. Reportage réalisé par Frédéric Oulaye et Franck Quadio. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre et ses partenaires avaient signé en 2012 un projet relatif au programme d'appui à la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Et bien 5 ans après, l'heure est au bilan. Un atelier s'est donc tenu à Grand Bassam pour apprécier le niveau d'exécution du programme et dégager les perspectives, comme nous l'explique Abou Sanougou. L'objectif de cette rencontre est de partager les leçons et bonnes pratiques apprises, identifier les contraintes et défis et dégager les perspectives pour consolider les acquis et perpétuer la lutte contre la circulation illicite des armes légères. Après 5 ans d'exécution, le programme de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et à la sécurisation communautaire est arrivé à son terme. L'heure est à présent au bilan. C'est beaucoup d'armes qui ont été collectées. C'est le marquage des armes qui a été fait, la destruction des armes. Donc on peut dire que le bilan est positif. En regardant cela, il y a une nécessité qui s'impose à nous. Comment faire en sorte que ce contrôle des armes en Côte d'Ivoire qui est en cours puisse être consolidé. Pour contribuer à la consolidation des acquis de la paix en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a bénéficié à travers ce programme de l'appui technique et financier de ses partenaires, le PNUD et le gouvernement japonais. Les attentes du programme passent par 3 aspects. Le renforcement de la politique au niveau de la stratégie nationale de lutte contre la prolifération des armes légères, le renforcement de la collecte des armes légères et des initiatives de réponse pour les déposants des armes légères et de petit calibre. Et enfin, l'appui à la sécurisation des armes détenues et collectées au niveau des communautés. Depuis 2012, date de signature du projet relatif au programme d'appui à la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et à la sécurisation communautaire, des actions ont été perspectives, notamment dans la définition et le pilotage de la politique nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de prévention de la violence armée, la remise volontaire des armes et munitions dans une approche globale de sécurisation communautaire et l'appui aux institutions de sécurité pour la gestion, le stockage et la destruction des armes légères et de petit calibre.
Et loin de ses âmes, dans le domaine de la santé à présent, le centre hospitalier de Béthié vient de recevoir une ambulance médicalisée d'une valeur de 29 millions de francs CFA. C'est un don d'une structure financière qui vient ainsi soulager les populations de cette localité. On en sait plus avec Seydou Koulibaly. Une ambiance particulière à la place de la préfecture de Béthié ce samedi 23 septembre. Un moment de joie pour cette localité de la région de l'Indénié du Hablin. La cérémonie de remise officielle d'une ambulance médicalisée à la population. Un don d'une structure financière bien implantée dans cette région. Ce don d'ambulance, qui restera gravé dans la mémoire des populations de Béthié, ajoute un maillon de plus à la si riche et longue chaîne de réalisation et d'action sociale de l'UNACOPEC à travers toute la Côte d'Ivoire. L'ambition du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 ne peut se réaliser en l'absence d'un partenariat fort entre l'État et le secteur privé. Après la coupure symbolique du ruban, le ministre de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du service public a insisté sur la bonne utilisation de ce véhicule. Cette ambulance d'un coût total de 29 millions de francs CFA vient soulager le centre hospitalier général de Béthié qui en avait vraiment besoin. Reportage réalisé pour vous par Seydou Koulibaly et Aude Alegbe. On va terminer par la Commission européenne qui vient de proposer un nouveau programme visant à accueillir des réfugiés dans les pays de l'UE. Il s'agirait essentiellement de réfugiés venant d'Afrique et du Proche-Orient. Les plans mis en avant par la Commission prévoient l'arrivée de 50 000 demandeurs d'asile sur 2 ans dans le cadre de la nouvelle politique européenne destinée à offrir des voies d'entrée légales en Europe. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.